Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'assurance collective. Juste un petit point, donc rappelez-vous, si vous avez des questions, que ce soit par rapport à cette présentation ou par rapport aux autres présentations que nous avons faites précédemment, vous pouvez toujours nous envoyer un courriel, nous ajouter sur les réseaux sociaux. On est là pour vous aider, ça nous fera plaisir. Donc aujourd'hui, le webinaire numéro 5 pour parler d'assurance et d'épargne collective, donc un essentiel pour les employés et les employeurs. On va en parler aujourd'hui assez longuement. Gardez en tête que vous avez les 4 webinaires précédents qui sont disponibles sur le site de QueerTech ou directement sur leur chaîne YouTube. Vous voyez le premier pour construire les bases de vos finances personnelles, le deuxième webinaire par rapport à l'investissement, le troisième webinaire pour vous protéger et protéger vos finances contre l'imprévu, donc par rapport à la santé, et le quatrième webinaire pour vous préparer par rapport à l'achat d'un bien immobilier. Donc, vous préparer financièrement, évidemment, et penser un peu à tout. Donc, n'hésitez pas à visionner les précédents webinaires sur la chaîne YouTube de QueerTech. Aujourd'hui, assurance et épargne collective. Donc, nous allons voir de quoi il s'agit, pourquoi c'est intéressant, et quelques petits conseils ici et là pour vous aider à mieux comprendre comment utiliser en fait ces assurances-là, que vous soyez, alors la plupart d'entre vous peut-être des employés, ou que vous soyez un employeur ou un futur employeur, si vous voulez développer ça pour vos équipes. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Évidemment, le petit avertissement habituel, ce ne sont pas des conseils personnalisés, que ce soit pour vous personnellement ou pour votre compagnie si vous êtes employeur. Euh, donc, n'hésitez pas à nous écrire, encore une fois, nous contacter ou contacter QueerTech et ils vous donneront nos informations de contact. Ça nous fera plaisir de vous aider personnellement si jamais il y avait des questions plus précises et plus personnelles. Donc, d'abord, comment ça fonctionne? Comment fonctionnent les assurances collectives? On va commencer par ça. Donc, une assurance collective, c'est proposé globalement, en général, dans la plupart des cas, quand vous êtes employé. Donc, votre employeur peut vous proposer une assurance collective. C'est pas quelque chose qui se passe à chaque fois. Ça dépend des employeurs. Certains ne veulent pas investir là-dedans. Euh, donc, c'est possible que vous n'ayez pas d'offre par rapport à une assurance collective. Mais si vous êtes employé, il y a des chances qu'on vous propose une assurance collective. Peut-être après 3 mois, peut-être après 6 mois, mais vous pouvez toujours demander. Maintenant, pour comprendre ce que c'est, en fait, normalement, euh, en tant que Canadien, donc qu'on soit au Québec ou ailleurs au Canada, ou en tant que résident permanent, normalement, on a un régime d'assurance publique. La RAMQ au Québec, OHIP en Ontario, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment la base. Et d'habitude, euh, c'est quelque chose qui est un prérequis, c'est-à-dire il faut être couvert par votre régime d'assurance publique pour pouvoir obtenir euh, un régime d'assurance collective avec votre employeur. Au moins sur la partie médicale. Au Québec, en tout cas, il y a deux parties, une partie médicale, une partie médicaments. Au moins sur la partie médicale, être couvert. Dans la quasi-totalité des cas, on va vous demander d'être assuré sur le régime public pour pouvoir obtenir toutes les garanties que les assurances collectives en fait que un employeur vous propose. Donc c'est bien important de vérifier ça, mais aussi de poser les questions euh, pour voir si vous pouvez au moins avoir le dentaire par exemple. Si vous n'êtes pas sous le régime d'assurance publique santé, c'est possible. Donc gardez en tête que le régime public d'assurance santé est la base et souvent reste la base. Et ensuite, on rajoute des blocs. Et donc, selon ce qu'a négocié l'employeur avec la compagnie d'assurance, pour exemple, compagnie d'assurance, ça peut être n'importe quelle grande compagnie d'assurance ou plus petite. On parle de Manulife, Sun Life, Canada Life, Croix-Bleue, Desjardins. Euh, ça dépend en fait quelle assurance, quelle compagnie d'assurance a choisi votre employeur et qu'est-ce qu'il a négocié, qu'est-ce qu'il va payer à la compagnie d'assurance pour
pour cette assurance collective pour sa compagnie. Et donc, vous voyez, ce que vous allez retrouver dans toutes les assurances collectives, hein, toutes, ce seront au moins une base d'assurance vie. Donc, ce qu'on appelle assurance vie, en fait, c'est le côté positif, hein, c'est une assurance décès. Donc, en cas de décès, il y a de l'argent qui est remis à vos bénéficiaires, à votre famille, amis, selon ce que vous avez choisi comme bénéficiaire. Et vous avez évidemment les frais médicaux. Donc ça, c'est ce qui intéresse souvent le plus de monde. Frais médicaux, ça veut dire un remboursement des médicaments qui est meilleur que le remboursement de régime public. Ça va être une assurance voyage, par exemple. Ça va être aussi, bon, on a tous cette idée en tête de tout ce qui est paramédical, donc massothérapeute, physiothérapeute, ostéopathe, etc. Donc tout ça, ça va dans ce qu'on appelle frais médicaux. Et c'est vraiment une base de votre assurance, enfin de l'assurance collective qui peut être proposée. En plus de ça, il va souvent y avoir des ajouts qui sont optionnels, mais qui sont souvent rajoutés parce que c'est devenu de plus en plus important aujourd'hui. Alors, il y a un petit peu de vision. En général, pas grand-chose. Ça va être entre 200 et 300, 350 dollars sur 2 ans. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours là. Donc, pensez-y de vérifier si vous êtes couvert pour tout ce qui est lunettes, euh, lentilles de contact, etc. Et vous avez évidemment du dentaire. Pareil, dentaire, il y a des limites, il y a des pourcentages de couverture, etc. Donc, intéressant de regarder. Ça dépend de combien à négocier, combien paye l'employeur. Mais il y a toujours cette option de rajouter, cette possibilité de rajouter cette option dentaire. Et c'est souvent quand même quelque chose qui est demandé par les employés. Donc, c'est souvent quelque chose qui est dans les assurances collectives. Et en plus de ça, il y a d'autres blocs d'assurance qui, là, se retrouvent un petit peu moins souvent parce que c'est des choses qui sont un petit peu plus pointues et qui coûtent un peu plus cher aussi des fois. Mais on va avoir de l'assurance maladie grave. Maladie grave, ça veut dire si vous êtes diagnostiqué pour un cancer qui met en danger votre vie ou alors euh, enfin, plein d'autres maladies. En général, il y a une vingtaine, des fois une trentaine de maladies, de types de maladies et de définitions assurées. Vous pouvez recevoir un montant d'argent pour vous aider avec ça. Vous avez aussi de l'invalidité, donc assurance et invalidité. Ça veut dire de l'argent que vous toucheriez si vous êtes invalide, si vous ne pouvez pas travailler et que votre médecin dit que vous ne pouvez pas travailler, que ce soit à cause d'un accident ou d'une maladie, par exemple. Donc, vous voyez clairement différents blocs. L'employeur peut négocier et choisir ce qu'il veut mettre en place par rapport au prix que ça coûte, par rapport à ce que veulent les employés des fois aussi, par rapport à ce que proposent les compagnies d'assurance, évidemment. Et donc, vous voyez que le tout peut être partiellement ou entièrement payé par l'employeur. Donc, au Québec, c'est minimum 25% du coût de l'assurance qui sera payé par l'employeur. Ailleurs au Canada, il me semble que c'est 50%. Mais en gros, en général, un employeur va au minimum payer 50%. C'est rare que ce soit en dessous du 50%. Et le reste sera payé par les employés, donc retiré de la paye des employés. Mais un employeur peut payer entièrement, donc jusqu'à 100% de l'assurance, et à ce moment-là, les employés n'ont rien à payer. Ce qui est vraiment intéressant de savoir, c'est qu'il n'y a pas de question de santé pour tout ce qui est de la base, en fait, de ces assurances-là. Des fois, on va vous demander des questions de santé pour essayer d'améliorer l'assurance, mais en tout cas, pour ce qui est la base, aucune question de santé. Donc, vous l'avez de toute façon. Et l'inscription est en général obligatoire, sauf exception. Il y a quelques exceptions, mais surtout si vous êtes au Québec, inscription obligatoire. Voilà, l'exception la plus commune, c'est que la conjointe ou le conjoint a déjà une assurance collective et vous couvre déjà grâce à son assurance collective. Dans ces cas-là, vous pouvez enlever, par exemple, tout ce qui est frais médicaux et frais dentaires, mais vous ne pouvez pas enlever le reste, par exemple. Donc, toujours vous renseigner, savoir qu'est-ce que vous avez le droit de faire et qu'est-ce que vous êtes obligé de faire. Mais en général, gardez en tête, assurance collective, il y a une certaine obligation quand même, hein, vous le soyez. Parlant de couple, justement, donc c'est important de penser, si vous êtes en couple, à la stratégie de couple. En couple, ça veut dire pas nécessairement marié, vous pouvez être conjoint de fait au Québec, par exemple, ou habiter ensemble. En fait, du moment où vous habitez ensemble, vous pouvez être considéré comme, entre guillemets, une famille et donc demander une protection familiale
au niveau de votre assurance collective. Protection familiale, ça couvrirait les enfants aussi, mais là, je parle vraiment de stratégie de couple, donc ça couvre votre deuxième moitié, en fait, hein, ça couvre le conjoint et la conjointe. Sinon, on appelle ça un plan célibataire, c'est-à-dire qu'il couvre uniquement l'employé. Donc, vous couvrez uniquement vous, c'est considéré comme célibataire. Ici, la stratégie, c'est vraiment si vous êtes un couple et vous avez chacun votre emploi et dans chacun de vos emplois, on vous propose une assurance collective, alors la première chose à faire, c'est de bien étudier vos assurances. Regardez, comparer, voir qui c'est qui a la meilleure. Ensuite, vous regardez combien vous payez. Peut-être que un de vos employeurs paye 100% de l'assurance. Dans ces cas-là, ça va devenir l'assurance la plus intéressante parce que vous ne payez rien de votre poche. Donc, à partir de ça, à partir de voir quelle est enfin, ce qui est couvert par votre assurance et laquelle est la meilleure, et en voyant laquelle des deux est la plus chère pour vous en tant qu'employé, vous pouvez prendre une décision et prendre la décision qui fait le plus de sens. Donc, il y a plusieurs décisions possibles. Souvent, ce qu'on va voir, c'est que un de vous va prendre un plan familial, souvent celui qui paye le moins cher ou qui a la meilleure assurance, et il va prendre un plan familial pour couvrir les 2 personnes du couple et éventuellement les enfants. Mais c'est aussi possible de garder chacun votre plan célibataire, si jamais c'est ça qui fait le plus de sens, ou carrément que les 2 prennent un plan familial, et se complètent l'un l'autre. Donc ça, c'est possible. Ça va pas vous rembourser 2 fois les assurances, il faut pas croire ça, mais ça va se compléter, en fait. Les assurances vont se compléter l'un l'autre. Par exemple, si l'assurance de la personne A rembourse 80% des frais médicaux et que la personne B, ça rembourse 100% des frais médicaux, alors la personne A va pouvoir demander un remboursement à 80% d'abord et ensuite demander le reste à l'assurance du conjoint ou de la conjointe. Donc, il y a une sorte de voilà, ça se complète en fait. Donc, c'est vraiment intéressant de regarder ça et de réfléchir. N'hésitez pas à poser des questions, peut-être à un professionnel, à la personne, si vous avez une personne ressource qui peut vous aider dans votre compagnie, c'est intéressant de regarder avec cette personne-là et d'étudier ça de plus près pour vraiment profiter en tant qu'employé des assurances collectives. Maintenant, il y a une question qui est vraiment intéressante au niveau des assurances collectives et qui revient autant au niveau des employeurs, bon, évidemment au niveau des employeurs, mais aussi au niveau des employés, parce que comme je disais, l'employé peut payer une partie de son assurance collective. Donc, comment évolue le prix qu'on va payer? Ce qu'on paye tous les mois, qui est retiré, pour un employé, c'est retiré de notre paye en partie, et l'employeur, lui, paye directement la compagnie d'assurance. Comment ça évolue? Donc oui, en général, ça augmente. Chaque année, le prix d'une assurance collective va ou stagner ou augmenter. C'est assez rare que ça diminue parce qu'en fait, c'est principalement basé sur l'inflation, d'une part, que ce soit au niveau des médicaments, euh, des équipements, des traitements. C'est aussi basé sur l'utilisation de l'assurance par les employés, surtout au niveau médical, au niveau dentaire, au niveau massothérapie, tout ça, là, ça va regarder combien les employés dépensent et combien a été remboursé aux employés. Et en fonction de cette utilisation-là, évidemment, plus c'est élevé, plus il y a un risque que les prix augmentent l'année d'après. C'est le principe des assurances, ça fonctionne toujours comme ça, hein, quels que soient les types d'assurance. C'est toujours, quand il y a une dépense, c'est possible que ça soit plus élevé l'année prochaine au niveau des prix. C'est aussi possible que ce soit plus élevé par rapport à l'utilisation des assurances par l'ensemble du groupe, surtout pour des assurances avec des grosses dépenses comme l'invalidité, l'assurance vie, c'est souvent des gros montants qui sont remis. Donc ça, c'est pas lié nécessairement aux employés de la compagnie, mais plus à toutes les compagnies qui sont couvertes par cette assurance-là. C'est mis en commun d'une certaine manière pour justement pas pénaliser une compagnie qui aurait un ou deux décès dans sa compagnie pour n'importe quelle raison. Euh, Ça va souvent être mis en commun. Donc, gardez en tête, ça augmente. Maintenant, ça se traduit comment? L'employeur, c'est sûr, va devoir payer plus si jamais les prix augmentent.
Maintenant, ça peut aussi impacter les employés si les employés payent un pourcentage de leur assurance collective. Mais si l'employeur paye à 100% l'assurance collective, peut-être que l'employé ne sentira pas cette augmentation puisqu'il ne paye absolument rien de son assurance collective. Mais voilà, donc ça se traduit par une augmentation autant au niveau employeur que employé. Ce qui est important de prendre conscience aussi, c'est que une assurance collective, l'employeur peut la limiter, l'améliorer, la changer complètement chaque année au renouvellement, on appelle ça, donc c'est annuel. Il peut y avoir des adaptations qui sont faites. Donc, au lieu d'être remboursé tel montant, vous serez remboursé un petit peu plus, un petit peu moins, parce que l'employeur peut négocier, peut changer des choses dans le plan existant. Et, euh, et donc, c'est vraiment une question de négociation entre l'employeur et la compagnie d'assurance. Donc, souvent, j'entends dire, ah, telle compagnie d'assurance a une meilleure protection que cette autre compagnie d'assurance. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas nécessairement en fonction de la compagnie d'assurance, parce qu'elle propose à peu près toute la même chose. C'est vraiment en fonction de ce que l'employeur va négocier avec les compagnies d'assurance. Donc, pour tout ce qui est assurance collective, c'est vraiment la protection, vous en avez l'habitude. Ce dont on a souvent un peu moins l'habitude, ou en tout cas, c'est un peu plus flou sur la façon dont ça fonctionne. Donc, euh, c'est un peu plus compliqué à comprendre pour les employés, mais c'est toujours là. Et je dirais qu'il ne faut pas sous-estimer ces outils-là. Donc, c'est tout ce qui touche aux investissements collectifs et au régime de retraite. Mais ce que vous allez voir, donc régime de retraite collectif, hein, excusez-moi, mais ce que vous allez voir en fait le plus souvent, c'est les investissements collectifs. Donc, on parle souvent de REER collectif. Je dis ici le plus commun, c'est le REER collectif, parce que c'est le plus souvent aujourd'hui ce que vous allez avoir auprès d'un employeur. Encore une fois, pas tous les employeurs le proposent. Euh, Certains le proposent, mais sans vous donner de contribution spéciale. On va voir ce que c'est, mais en tout cas, sans vous inciter à mettre de l'argent dedans. Donc, ça peut être proposé hein, sans avoir aucune incitation à mettre de l'argent dedans. Mais pour vous donner une idée comment ça fonctionne, donc un REER, vous voyez, j'ai dessiné une boîte ou un coffre, c'est une boîte vide. Et un REER collectif, c'est pareil. Donc, c'est une boîte vide. Et vous allez pouvoir décider de mettre un pourcentage de votre salaire à l'intérieur. Si vous voulez plus de détails sur comment fonctionne un REER, à quoi ça sert, pourquoi c'est intéressant d'avoir un REER, je vous invite à aller voir euh, les webinaires précédents. Donc, c'est webinaire numéro 1 et numéro 2, je pense. Donc, vous pouvez essayer d'aller les voir par rapport à ça et comprendre pourquoi c'est intéressant d'avoir un REER et comment investir dans un REER. Là, j'ai parlé de fonds mutuels parce que dans un REER collectif, ça va généralement être des fonds mutuels pour l'investissement. Mais n'hésitez pas à aller voir le webinaire total pour comprendre pourquoi un REER est intéressant, que ce soit au niveau personnel ou au niveau collectif. C'est intéressant donc pour votre long terme ou pour l'achat d'une première propriété, par exemple. Ce qui est important de comprendre ici, donc, vous décidez de mettre un pourcentage de votre salaire. Souvent, l'employeur va, par contrat, vous dire, bon, bah, si vous mettez, disons, 2% ou 3% de votre salaire, ben, je rajoute la même chose. Donc, je match, on appelle ça, on dit qu'on match à 100%, par exemple. Ils vont rajouter l'équivalent, 2 à 3% du salaire, en plus de ce que vous avez déjà mis. Donc, en clair, vous doublez ce que vous mettez dans votre REER parce que l'employeur met la même chose. Donc, on dit souvent, ben, c'est de l'argent gratuit, entre guillemets, donc autant essayer d'en profiter. C'est, pour moi, un des meilleurs outils au niveau collectif. Ça aide vraiment au niveau financier à accumuler beaucoup plus pour le long terme et beaucoup plus rapidement. Maintenant, c'est à vous de voir avec votre employeur qu'est-ce qu'il propose. Certains ne proposent pas ce côté je vais matcher l'argent que vous mettez dans le REER. Certains ne le proposent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens ou parce qu'ils n'ont pas compris comment ça pouvait être intéressant. Donc, je vous invite ou en parler, enfin, si vous êtes employé, parlez-en avec votre employeur. Si vous êtes employeur, réfléchissez-y, n'hésitez pas à venir poser des questions, ou bien à nous, ou à un professionnel qui s'occupe de ça aussi, parce que c'est vraiment très intéressant au niveau pour les employés, en fait.
Donc, comme je disais, ne pas sous-estimer ces outils et faire attention parce que des règles s'appliquent pour tout ce qui est transfert et retrait. Si vous voulez retirer de l'argent, si vous voulez transférer l'argent à l'extérieur quand vous êtes encore au travail dans cette compagnie, pas mal de règles. Donc, renseignez-vous bien, posez des questions, mais gardez en tête que c'est très intéressant, surtout si votre employeur a ce genre d'incitatif, c'est-à-dire qu'il va matcher le pourcentage de contribution que vous allez mettre. Donc, intéressant à connaître. Maintenant, il existe d'autres types de choses, d'avantages collectifs. Les principaux, ça reste numéro 1, l'assurance collective. Numéro 2, les REER collectifs, ou en tout cas l'investissement collectif au sens large. Le numéro 3, c'est ce qu'on appelle des comptes de dépenses. Donc, c'est souvent vendu avec les assurances collectives, mais c'est quand même séparé. Et vous pouvez le voir dans certaines compagnies. Donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça permet à l'employeur de rajouter des comptes pour les employés, de dire, bon, ben voilà, je rajoute un compte de soins de santé pour tous mes employés. Chaque employé aura 300 $ sur l'année qu'il pourra dépenser strictement pour des dépenses liées à la santé. Donc, c'est un 300 $ supplémentaires que l'employé peut ne pas utiliser comme il veut, mais c'est là et c'est disponible. Il y a la même chose un peu plus large au niveau de ce qu'on appelle compte de dépenses personnelles. En fait, c'est plus large que simplement la santé. Ça peut aussi être utilisé pour des dépenses éligibles telles que fitness, transport public, garde d'enfants, même activités culturelles, etc. Il y a plein de dépenses éligibles. Donc, ça devient du cash supplémentaire, en fait, qui peut être utilisé, qui sera évidemment taxable. Hein, c'est pas non plus un cadeau complètement non taxable. Donc, c'est taxable, il faut y penser. Mais ça existe. Alors, mon message et mon conseil pour les employés, si vous en avez un, essayez de bien regarder comment ça fonctionne. C'est dommage de ne pas l'utiliser. J'ai déjà vu beaucoup de personnes qui en ont au travail et qui oublient ou qui ne comprennent pas comment ça fonctionne et donc ils ne vont pas l'utiliser. Donc, ils vont faire une croix sur des fois quelques centaines de dollars par an qu'ils auraient pu utiliser pour payer leur gym ou pour payer leur transport public. Donc, c'est quand même intéressant de savoir que ça existe et si ça existe dans votre compagnie, si votre employeur le propose, essayez d'en savoir plus, de regarder comment ça fonctionne et de l'utiliser. Et si vous êtes employeur, c'est vraiment un point extrêmement positif. En plus, si vous voulez voir en plus de l'assurance, en plus des REER collectifs, c'est un autre moyen de se différencier pour recruter plus facilement les employés, pour les conserver aussi les employés. Un bon moyen de plaire aux employés, en tout cas de leur offrir quelque chose de supplémentaire. Donc, intéressant à penser à mettre ça en place. En général, ça vient après. Il faut déjà avoir bien mis en place une assurance collective et des investissements collectifs. C'est comme ça vient encore en plus. C'est un petit plus. Maintenant, donc vous avez vu les trois, on a vu les trois. Hein. Le principal, c'est l'assurance collective. Ensuite, il y a les investissements collectifs et éventuellement les comptes de dépenses. Quels sont les bénéfices globaux, en fait, les bénéfices globaux de ces garanties collectives, on appelle ça. Donc, je vais présenter pour les employés et pour l'employeur, mais il faut savoir que dans tous les cas, c'est quand même quelque chose, tout ce qu'on a vu là, c'est des choses qui sont très utiles. Je sais que des fois, les employés disent, ah ben oui, mais je dois le payer, ça me coûte plus cher, ça réduit mon salaire. Évidemment, ça va être enlevé de votre salaire. Par contre, les avantages proposés par ces assurances valent vraiment le coup, en fait. Hein. Donc, la première chose, c'est déjà rester en santé. Évidemment, on aura compris que utiliser tout ce qui est paramédical, masso, ostéo, votre examen annuel chez le dentiste, votre examen biannuel pour les soins de la vue. Il y a même en ce moment les soins de santé virtuels pour tout ce qui est bien-être mental, mais aussi santé générale. Au lieu d'aller à la clinique sans rendez-vous, des fois, il suffit de se connecter sur son téléphone. Vous pouvez rentrer en contact avec une infirmière, ça vous évitera un voyage à la clinique sans rendez-vous. Euh, Plein de petites choses comme ça, de praticité, de rester en santé et de bien-être, en fait. Mais surtout, le plus important pour moi dans ce genre d'assurance, c'est vraiment en cas d'urgence. Parce qu'en cas d'urgence, tout ce qui est médicaments,
équipement médical. Les ambulances, par exemple, qui en général ne sont pas remboursées par aucune assurance publique. Et ambulance, ça peut être ambulance terrestre, mais ça peut aussi être un hélicoptère si vous vous faites mal au milieu d'une montagne, etc. Ça, c'est couvert. Tout ce qui est urgence médicale en voyage, ce qu'on appelle assurance voyage, en fait. Tout ce qui est démembrement accidentel. Donc, si vous perdez un membre, un bras, une jambe, etc., à cause d'un accident, si vous êtes invalide, si vous avez une maladie grave, toutes les grosses urgences, ça, c'est en général excellent d'avoir une assurance collective. Donc, pour moi, c'est vraiment évident, si vous êtes employé, d'essayer de, pas de pousser, mais d'encourager votre employeur à avoir une assurance collective pour ses employés, même si en tant qu'employé, vous devez payer au moins 50% de l'assurance. Donc, réfléchissez-y, c'est quand même très, très utile parce que les urgences, même si on espère que ça arrive jamais, ça peut rapidement devenir très, très cher. Donc, avoir une assurance pour ça, c'est quand même excellent. Et surtout, c'est sans question médicale. Donc, il n'y a pas de question pour une couverture de base, comme je disais tout à l'heure. Donc, en tant qu'employé, vous pouvez avoir été malade, même une grosse maladie, avant d'obtenir cette assurance collective, ou même présentement, vous pouvez être sous traitement, etc. Aucune question médicale, donc vous seriez couvert quoi qu'il en soit. Ça peut quand même être vraiment intéressant. Au niveau épargne collectif, c'est juste évident, en fait, parce que ça vous aide à épargner automatiquement et plus rapidement. En plus, s'il y a une contribution de l'employeur, un incitatif de l'employeur, ça vous fait de l'argent, entre guillemets, gratuit en plus. Euh, Ça vous fait comme une obligation, en fait, d'épargner sur le long terme. Et en plus, ça peut être utilisé pour un premier achat immobilier éventuellement, avec ce qu'on appelle le RAP. Encore une fois, je vous invite à aller voir les webinaires dans lesquels on en parlait. Euh, mais mais pour moi, un REER collectif avec une aide, une contribution de l'employeur, même si elle est minime, c'est toujours intéressant de pouvoir aller mettre ça en place. Enfin, en tant qu'employé, ça ne fait aucun sens de ne pas le faire. Si vous l'avez, si on vous le propose, faites-le et organisez ça pour que ça rentre dans votre budget, mais faites-le. Maintenant, au niveau de l'employeur, pourquoi c'est intéressant? Ben, c'est assez facile à comprendre aussi. D'une part, ça permet de valoriser les équipes et le bien-être des équipes, que ce soit au niveau de l'assurance collective, des comptes de dépenses. Il y a aussi des programmes d'aide aux employés, on appelle ça, c'est-à-dire des numéros de téléphone ou en ligne. Donc tout ce qui est télémédecine qui peut aider les employés au niveau bien-être mental, etc. Et plein de petits services comme ça qui sont vraiment utiles pour les équipes d'une compagnie. Ça permet d'attirer et retenir les talents. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est clair qu'une assurance collective va permettre d'attirer et retenir les employés. Parce que c'est aujourd'hui encore plus en période dans certains secteurs, en tout cas, il y a une demande intense au niveau de certains jobs et certains employés. C'est vraiment un avantage compétitif. Euh, donc, pensez-y. Au niveau finance, donc tout ce qui est investissement collectif, ça permet d'encourager le parcours financier des employés, le bien-être financier à long terme, parce que c'est vraiment essentiel de se sentir bien et de sentir que bon, on est aidé là-dedans et qu'en plus, ça se fait tout seul, c'est automatique. Donc, c'est quand même assez agréable par rapport à ça. Et évidemment, juste purement financier pour une compagnie, ça va réduire la facture en fait, parce que ça peut être déductible d'impôts, toutes ces, spécialement les assurances collectives, etc. Les frais dépensés par rapport à ça peuvent être déductibles d'impôts pour une compagnie. C'est une dépense de compagnie. Donc voilà. Donc, que vous soyez employeur ou employé, il y a des bénéfices qui, pour moi, sont bien plus importants que l'inconvénient du prix, en fait, et de ce que cela coûte. Évidemment, ça se réfléchit par rapport au prix, mais dès que vous avez 3, 4 employés, ça devient intéressant d'aller mettre quelque chose en place pour essayer justement de retenir ces employés-là et faire qu'ils se sentent bien dans la compagnie. Et donc, si vous êtes employé, n'hésitez pas à en parler avec votre employeur, éventuellement le contact avec nous, il n'y a aucun problème pour discuter de tout ça. Maintenant, particulièrement pour les employés, petite réflexion et quelques petits conseils si vous quittez votre employeur. Donc, qu'est-ce qui se passe si demain, vous quittez votre employeur et gardez en tête que au niveau assurance collective, vous allez tout perdre.
du jour où vous n'êtes plus employé, dès le premier jour où vous n'êtes plus employé dans cette compagnie, vous perdez vos assurances collectives. Par contre, il y a quelques options de conversion, on appelle ça sans question de santé, pour de l'assurance vie, maladie grave, assurance santé que vous pouvez obtenir personnellement. Ce ne sera jamais la même assurance, ce sera une autre assurance, mais que vous pouvez obtenir sans question de santé. Intéressant si vous avez des problèmes de santé. Pareil, n'hésitez pas à demander, ou bien à la personne ressource par rapport à ça, à la compagnie d'assurance dans votre compagnie, ou bien à des gens comme nous, à des professionnels dans ce domaine-là. Pour tout ce qui est compte de dépenses, donc vous vous souvenez, tout ce qui peut servir à dépenser pour la santé ou autre, on disait tout à l'heure compte de dépenses personnelles, donc ça pourrait être pour le gym ou le transport collectif. Ça, s'il restait de l'argent à l'intérieur et que vous ne l'avez pas utilisé, c'est définitivement perdu. Donc, pensez à utiliser cet argent avant de quitter votre employeur. Parce que s'il est là, bah, c'est perdu et c'est dommage. Maintenant, tout ce qui est investissement collectif, donc REER collectif, régime de retraite par exemple, sauf exception, cet argent, il est à vous. Je dis sauf exception parce que pour certaines contributions de l'employeur, c'est possible qu'il y ait des règles. Il faut que vous restiez 2 ans chez cet employeur, etc. Enfin, pour la contribution de l'employeur, il peut y avoir des règles. Par contre, pour les contributions que vous avez faites, qui provenaient de votre salaire, c'est évidemment votre argent. Il y a des options pour le transférer, que ce soit dans un REER personnel ou dans votre futur REER collectif. Mais c'est votre argent. Donc, gardez ça en tête. Et pareil, ne le laissez pas dormir ou le laisser dans un ancien REER et puis après, vous ne savez plus que ça reste là, etc. Essayez d'agir le plus tôt possible quand vous avez quitté votre employeur et transférer l'argent qui doit être transféré. Donc, pour reprendre, assurance collective, ça s'arrête complètement. Il y a des options de conversion. Compte de dépenses, ce serait définitivement perdu si vous ne l'avez pas utilisé. Et tout ce qui est investissement collectif, renseignez-vous par rapport au transfert. On transfère l'argent ailleurs. Demandez conseil, c'est la meilleure chose à faire en fait, pour ne pas faire tout seul et comprendre qu'est-ce que vous avez le droit ensuite. Parlant d'assurance, donc je disais, si vous perdez votre assurance médicale collective, il existe l'assurance santé personnelle. Donc l'assurance santé personnelle, alors je dis dans le deuxième point qui devrait y souscrire, c'est particulièrement pour des employés ou des travailleurs autonomes qui n'auraient pas d'assurance collective ou des entrepreneurs qui ne peuvent pas avoir qui n'ont pas envie de prendre une assurance collective. Bon, bah, on peut proposer ça à ses employés. Ça s'appelle de l'assurance personnelle. C'est très différent. Gardez en tête que ce n'est pas une assurance collective, c'est une assurance santé personnelle, donc très différent de l'assurance collective. Je voulais simplement en parler rapidement aujourd'hui pour montrer justement cette différence, pour vous dire que ce n'est pas du tout la même chose, une assurance santé personnelle et une assurance collective. L'assurance collective, c'est à travers un employeur. L'assurance santé personnelle, elle vous appartient personnellement. C'est un complément privé, en fait, à votre assurance publique. OK? Pour médicaments, ambulances, paramédicales, dentistes, etc., etc. Mais c'est un complément privé qui vous appartient. Ce n'est pas à travers l'employeur. C'est quelque chose que vous pouvez obtenir si vous quittez votre employeur. Donc, ça fait, dans la suite de ce qu'on vient de dire, si vous quittez votre employeur, vous pourriez prendre ça, par exemple, si vous décidez de travailler à votre compte pendant 1 an, ben, vous décidez de prendre une assurance santé personnelle. Ou si vous êtes vous-même employeur et que vous ne pouvez pas proposer, comme on disait, d'assurance collective. Faites attention, il y a souvent un questionnaire de santé pour ces assurances-là. C'est-à-dire qu'on peut vous accepter ou vous refuser selon votre santé. Et le prix est dépendant de l'âge, en général. Aussi, important à savoir, l'assurance collective, si elle vous est proposée par votre employeur et que vous avez déjà une assurance personnelle, comme ça, privée, santé, une assurance santé personnelle, vous êtes obligé de souscrire à l'assurance collective, quoi qu'il en soit. Il y a des exceptions, ça se discute, etc. Mais gardez en tête qu'en général, même si vous avez une assurance privée, vous êtes obligé d'aller chercher l'assurance collective proposée par votre employeur, surtout au Québec. Des fois, il y a plus d'exceptions en Ontario, Colombie-Britannique et d'autres provinces. Mais gardez ça en tête et n'hésitez pas de demander conseil, encore une fois. Demandez conseil. Vous n'êtes pas obligé de faire tout seul. C'est bien de demander.
Je voulais faire une petite parenthèse donc par rapport à ce sujet-là de l'assurance collective pour parler de la communauté LGBTQ2+, excusez-moi, parler donc d'assurance collective. Évidemment, pour tout ce qui est investissement collectif, euh, il n'y a pas de sujet par rapport à ça, mais par contre, pour ce qui est assurance collective, il y a quand même un sujet par rapport à la communauté LGBT+. Euh, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est intéressant quand même de savoir et toujours de demander. Encore une fois, n'hésitez pas à demander, que ce soit à votre employeur ou à l'assurance, directement à la compagnie d'assurance, parce que tout dépend de votre situation, tout dépend de la compagnie d'assurance, de ce que l'employeur a négocié, voilà, de la situation et du besoin. Donc, sachez que, par exemple, pour tout ce qui est procréation médicalement assistée, c'est déjà partiellement couvert par l'assurance publique, sans discrimination. Euh, et donc, ça pourrait être mieux couvert par une assurance collective, principalement pour les médicaments. Par exemple, l'assurance collective publique au Québec va couvrir moins que si vous avez une assurance collective. L'assurance collective va généralement couvrir plus que l'assurance publique. Mais gardez en tête que c'est couvert en partie, en tout cas. Il faut toujours demander qu'est-ce qui est couvert, quelles sont les conditions, mais donc poser des questions, demander, mais en tout cas, maintenant, c'est couvert. Ce qui est intéressant, donc par exemple, si c'est la PrEP qui, normalement, c'est déjà couvert par les assurances publiques, donc ce serait couvert par les assurances collectives, mais encore une fois, un meilleur pourcentage, parce que souvent, votre assurance collective va couvrir avec un meilleur pourcentage que l'assurance publique. Pareil, toujours poser des questions. Euh, il faut essayer de ne pas avoir de tabou avec les assurances. Posez vos questions, que ce soit quelque chose de comme ça hein, pour la PrEP, donc prophylaxie pré-exposition, donc pour prévenir d'un problème de santé, ou que ce soit à cause d'un problème de santé existant. N'hésitez pas de tabou, posez des questions et posez-les directement à l'assurance, à la compagnie d'assurance, et pas à votre employeur. Comme ça va directement à la compagnie d'assurance et l'employeur n'est pas au courant de ce qui se passe dans votre vie privée. Donc, toujours poser des questions à la compagnie d'assurance. Pareil par rapport à tout ce qui touche à l'affirmation de genre. Ça reste quand même très rare, encore très rare. Ça commence à arriver de plus en plus parce que c'est une option dans certaines compagnies d'assurance, c'est une option que l'employeur peut rajouter. Dans d'autres compagnies d'assurance, ça vient automatiquement pour certaines euh, procédures chirurgicales qui ne seraient pas couvertes par l'assurance publique. Euh, Pareil, poser des questions et éventuellement, comme c'est souvent une option, n'hésitez pas à expliquer à votre employeur, à pousser un petit peu, à dire parlez-en, à pousser l'employeur à en discuter avec la compagnie d'assurance, au moins. Comme ça, nous, après, en tant qu'intermédiaire avec les compagnies d'assurance, on peut faire ce genre de recherche et voir qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui peut être ajouté. L'idée, évidemment, donc, que ce soit pour la communauté LGBT ou d'autres communautés, c'est de rendre votre assurance collective ouverte à la diversité, par exemple. Hein. C'est vraiment cette idée-là que le plus de monde possible puisse avoir un avantage à avoir cette assurance collective, quelle que soit notre communauté. Je voulais m'arrêter une seconde par rapport au genre et aux assurances collectives parce que je sais que ça peut être encore un sujet qui, voilà, c'est encore en discussion dans beaucoup d'assurances collectives et dans beaucoup de compagnies d'assurance au sens large. Normalement, le genre lui-même ne devrait plus être demandé par aucune compagnie d'assurance. Je le vois encore passer sur certains formulaires. Ça ne devrait plus être appelé genre, en tout cas. Il devrait changer, mettre sexe à la naissance. Ça se fait de plus en plus, les changements se font et ils vont mettre sexe à la naissance. Pourquoi? C'est parce que les statistiques vont influencer les coûts des assurances. Donc, évidemment, on demande le sexe à la naissance parce que selon le sexe à la naissance, les statistiques sont différentes et influent sur le prix, le coût des assurances. À tort, on appelle ça en anglais le gender gap. C'est toujours appelé comme ça. Mais en fait, c'est par rapport au sexe à la naissance. Ça n'a rien à voir avec le genre de l'individu. Mais pour m'être renseigné par rapport à ces sujets-là dans plusieurs compagnies,
Si un jour vous avez une assurance collective, qu'on vous demande de choisir entre le genre peut-être féminin ou masculin, ou même sexe à la naissance et qu'on vous dit féminin et masculin et que vous ne voulez pas choisir, quelle que soit la raison, j'aurais tendance à vous pousser à ne pas choisir, à oser le dire à votre employeur ou à la compagnie d'assurance et à dire moi je ne veux pas choisir. Les compagnies d'assurance vont comprendre et normalement s'adapter. De mon expérience, aujourd'hui, ils comprennent et s'adaptent. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, je sais des fois c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup pas tout le monde est à l'aise avec ça, mais c'est important que nous aussi en tant que, individus, on soit là pour faire changer les choses. Donc le mot genre ne devrait plus, apparaître dans ces formulaires-là et aussi, si on n'a pas envie de choisir, on devrait être capable de ne pas choisir entre les 2. Et la compagnie d'assurance s'adaptera après au niveau des prix, ils choisiront ce qu'ils font et ils négocieront avec l'employeur. Donc pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à présenter, donc une plus petite, présentation qu'habituelle. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, c'est quand même un sujet qui est extrêmement important, que ce soit du côté employé ou employeur. J'ai vu trop d'employés ne pas utiliser ou ne pas comprendre leur, REER collectif, par exemple, alors qu'ils auraient pu gagner beaucoup d'argent sur plusieurs années. J'ai vu des employeurs ne pas comprendre pourquoi une assurance collective peut permettre d'attirer plus d'employés ou en tout cas de conserver ses employés. Donc cette incompréhension-là, j'espère que ça aura aidé au moins à faire un point aujourd'hui et à comprendre un petit peu mieux pourquoi c'est intéressant et comment ça marche. Maintenant, il y a toujours, des discussions à avoir, il y a toujours des questions, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter, toujours par, les réseaux sociaux ou, directement par courriel en français, en anglais ou en chinois, aucun problème, on est là. Voilà, merci beaucoup et puis une bonne journée.